Si l'été rime avec belle journée ensoleillée, il se marie aussi bien avec jardinage durable. Le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. On manifeste partout pour que ça change. Ici, au moins, on a la possibilité d'agir modestement, mais tous ensemble. À petite ou à plus grande échelle, quand on veut, on peut. Le printemps est de retour dans le quartier de Berlin-Britz où 30 bénévoles s'activent autour d'un grand projet. Créer un jardin-forêt avec des plantes comestibles. On s'apprête à planter dans la mare qui vient tout juste d'être terminée. C'est l'un des chantiers participatifs phares dans ce type de jardin. Par chance, il fait beau, on va donc pouvoir installer nos plantes aquatiques comestibles dans la terre humide. La petite mare en question est au milieu d'une surface grande comme 4 terrains de football. Jennifer Schultz a longtemps bataillé pour que cette conception innovante du jardin urbain soit acceptée. L'idée d'imiter la structure d'une forêt en milieu urbain en y incorporant des essences végétales comestibles a de quoi surprendre. C'est un épiaire des marais. Et ces racines-là se mangent. Ces tubercules ne donnent pas forcément envie de croquer dedans, mais une fois cuits, ils ont un léger goût de noisette. C'est l'une des 200 plantes comestibles qui forment ici un écosystème inédit. On a là du céleri d'eau. Les feuilles se mangent sans problème. Dans un jardin comme celui-ci, les arbres, les arbustes et les plantes utiles sont disposés de façon à tirer parti les unes des autres et à produire le plus possible. En marge du jardin partagé, il y a des espaces publics et 60 parcelles privées. Et voici de la salade. Dans ce grand complexe de jardins familiaux, on a intégré un espace d'1 hectare ouvert à tous. Tout le monde peut venir et apprendre. Éventuellement dans l'idée de transposer cette expérience dans sa propre parcelle, mais aussi pour créer un lieu d'échange pour les citadins. Avoir participé pendant 1 an à un projet collectif, à l'image de celui de la mare aujourd'hui, est une condition sine qua non pour acquérir sa propre parcelle. C'est une conception innovante de l'art de cultiver son jardin. Dans cette approche, on tire profit des paysages et on crée des zones spécifiques qu'on va apprendre à mieux exploiter. C'est tellement passionnant. Et puis on a plein de place. Le projet pilote est subventionné par la fédération allemande. Qu'il pleuve ou qu'il vente, main dans la main, professionnels et bénévoles créent la forêt nourricière depuis 11 mois. Le mois d'avril, pluvieux et froid, n'entrave en rien le cours des opérations. La paysagiste Jennifer Schultz poursuit le plan de plantation qu'elle a spécialement mis au point avec son équipe de l'université de Potsdam. Il prévoit de semer du trèfle, réputé pour ses vertus esthétiques et nourricières. Je suis censée répartir le trèfle renversé entre le trèfle souterrain et la luzerne, c'est ça? C'est ça. Jardiner en ville en s'inspirant de la forêt et cultiver des aliments, tout un programme que la scientifique a rapporté dans ses valises à son retour du Brésil. C'était d'ailleurs un de ses domaines de recherche. En fait, tout est parti de mon amour de la forêt. Pour moi, c'est la matrice. On vient de la forêt. L'Europe centrale est tapissée par des forêts. Dans les villes, on a un problème de réchauffement climatique. On a des soucis de biodiversité et les gens ont envie de jardiner. Pour répandre les graines, il suffit de les laisser passer entre les doigts. Je veux faire ce que je peux à mon petit niveau. Une démarche qui a donné naissance à ce projet unique en Allemagne. Mais pour que ce jardin-forêt porte ses fruits, il va falloir attendre encore un peu et investir beaucoup d'énergie. Et qui sait si un jour, le jardin de Berlin-Britz ne ressemblera pas à cette forêt des Pays-Bas. Il y a seulement 14 ans de cela, on ne trouvait encore ici qu'une terre aride. Aujourd'hui,
pas moins de 400 espèces comestibles s'épanouissent dans la Food Forest Kettelbruck. Wouter van Eck est toujours en quête de nouvelles sensations gustatives. Cet insatiable pionnier du bio se rend régulièrement dans la forêt comestible en compagnie d'Emil van der Stack, chef d'un grand restaurant végétarien. C'est riche en magnésium et autres minéraux. Cet immense terrain de 2,5 hectares était autrefois entièrement dévolu à la culture du maïs. Désormais, on y trouve même des plantes venues d'Asie. Là, on a des caseilles. Cette forêt nourricière se régule sans engrais ni pesticides. Les plantes en décomposition forment une couche d'humus grâce à laquelle le sol gagne en fertilité et reste humide. Le fait est que les arbres n'ont pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. Ils peuvent très bien s'épanouir tout seuls grâce à leur interaction avec les micro-organismes contenus dans le sol. Et même pendant la sécheresse extrême que nous connaissons aujourd'hui durant les épisodes de canicule estivale, ces arbres restent verts sans qu'on ait besoin de leur fournir de l'eau. Une forêt comestible s'organise toujours autour des 3 strates de végétation suivantes. D'abord la canopée, formée de grands arbres comme les chênes et les arbres fruitiers. En dessous, une strate intermédiaire composée d'arbustes à baies, comme le groseillier à maquereau ou le framboisier. Et au sol, une strate composée de plantes vivaces, de légumes à tubercules et d'herbes aromatiques. Il faut que tu te baisses un peu pour passer. Et qu'est-ce qu'on a là? Un jeune bambou. Les 2 hommes collaborent étroitement depuis déjà 9 ans. Dans cet écosystème à présent très stable, le chef étoilé ne cesse de découvrir de nouveaux aliments ayant chacun ses spécificités. Le goût, bien sûr, mais la texture aussi. Il est plutôt croquant, avec un léger goût de noisette. La forêt nourricière est un modèle révolutionnaire qui vient s'opposer à celui de l'agriculture conventionnelle. Je me souviens très bien de la première chose que Wouter m'a dite. L'agriculture, telle que nous la connaissons, c'est un champ vide au printemps, puis de grosses machines qui carburent aux énergies fossiles et répandent des tonnes d'engrais et de pesticides en été, pour finalement retourner à la case départ et se retrouver avec un champ désert. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la nature. Mon métier consiste notamment à séduire les papilles gustatives des gens et les impressionner avec ma cuisine. Alors avoir un large choix de 400 plantes comestibles, c'est un plus. J'ai donc de bonnes raisons de vouloir plaider pour cette manière de cultiver. Cultiver ces aliments dans le respect de la nature et se nourrir exclusivement de plantes, à travers chacun de ses plats, le chef déclare la guerre au changement climatique. On a perdu l'habitude de manger des aliments variés. L'offre des supermarchés se limite à une vingtaine de légumes tout au long de l'année. On a encore beaucoup à apprendre. Car on peut élaborer les menus les plus savoureux et passionnants avec des plantes. Il nous faut retrouver le goût de la diversité des produits végétaux afin de mieux assurer notre avenir. Les petits trésors dénichés dans la forêt prennent dardard le chemin des fourneaux. Mais pour le chef et son équipe, la cuisine est avant tout un laboratoire permettant d'expérimenter sans relâche de nouveaux goûts, textures et méthodes de cuisson. On n'est pas au bout de nos recherches pour optimiser la manière de préparer ces plantes. Et ce n'est pas une mince affaire. J'aimerais que le plus de gens possible soient témoins de nos méthodes, en tirent les enseignements, ou même nous copient. L'esprit créatif de ces plats a payé, car le restaurant d'Emile est aujourd'hui doublement étoilé au guide Michelin, alors que le chef n'utilise que des plantes de la forêt-jardin et renonce complètement à la viande. Les produits d'une forêt nourricière sont probablement meilleurs sur le plan nutritionnel. Ce ne serait en tout cas pas étonnant, même si cela reste à prouver scientifiquement. Afin de garantir à sa clientèle une cuisine variée tout au long de l'année, l'équipe teste constamment des ingrédients inédits et recourt à de vieilles techniques en faisant fermenter, sécher et mariner les aliments. Derrière ces aventures gustatives, des principes simples. Il faut adopter un régime le plus varié possible, principalement à base de plantes et faire la cuisine soi-même. Toute la différence est là, et elle sera énorme si tout le monde joue le jeu. Et nous avons tout à y gagner, y compris la nature.
Cet homme prépare le sol adéquat. En ce printemps humide, Joachim Böttcher et sa compagne Annika Weinsheimer intègrent une nouvelle qualité de terre sur leur terrain. Incroyable. 3 vers de terre dans ce tout petit espace. C'est super. Et regarde comme ils sont gros. Ce sont des lombrics, ceux qui aèrent le sol. Voilà presque 30 ans, l'ingénieur en horticulture s'est installé à la campagne dans le land de Rhénanie-Palatinat. Il est tombé sur un sol argileux peu fertile qu'il a métamorphosé grâce à une technique vieille de plusieurs millénaires. Dans le courant de ses études, Joachim s'est intéressé à l'agriculture durable et au sol sain. Il a 18 ans lorsqu'il fait la découverte de la terra preta, qui veut dire terre noire en portugais. Il s'agit ici de terra preta. On l'a produite nous-mêmes dans notre installation et elle est extrêmement fertile. Elle contient certains micro-organismes et du charbon végétal. Et c'est cette combinaison qui fait que l'humus se forme en permanence. On a donc un sol fertile qui se régénère sans arrêt. Voilà ce qui en fait la particularité. C'est une technique très ancienne qui permet d'obtenir cette terre noire, à partir d'une technique ancestrale découverte par les archéologues en Amazonie. Grâce à sa qualité, les indigènes ont pu cultiver leur terre pendant plus d'un millénaire. La recette consiste à mélanger des restes de charbon de bois, des déchets alimentaires et des matières fécales dans des jarres en terre cuite. Une fois fermentée, cette composition était parsemée sur leur champ. Elle garantissait la présence durable d'humus. C'est en 2005 que Joachim entend parler pour la première fois des fabuleux pouvoirs de la terra preta. Il essaye alors d'en imiter le secret. Son jardin est devenu un laboratoire. Sa recette initiale combine du charbon de bois, des déchets du jardin et des micro-organismes. C'était mi-empirique, mi-scientifique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on mettait toujours la même quantité de compost sur une plate-bande et toujours la même quantité de terra preta sur une autre. Et puis on a planté la même chose dans les deux. Au bout de 4 semaines, on a remarqué que les plantes du côté compost poussaient plus vite que celles du côté opposé. C'était frustrant. Mais j'ai vaillamment continué d'aller au jardin. Et dès la 5e semaine, mes efforts ont été récompensés. On a constaté des différences notoires entre les deux méthodes. Les plantes de la terra preta étaient nettement plus robustes et vigoureuses. Leurs racines étaient de bien meilleure qualité, les pousses étaient plus nombreuses. À la 6e semaine, ces différences sautaient même aux yeux. On a d'ailleurs fait la récolte 2 semaines plus tôt et collecté des plantes d'une éblouissante santé. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que quelque chose s'était passé. Une avancée décisive pour Joachim. Après de nombreux tests, il finit par mettre au point la première installation au monde de Palaterra, sa variante locale de la terra preta. Ici, les composants secs d'une nouvelle fournée sont en train d'être mélangés. Ils incluent de la poudre de roche, de l'argile, du son de blé et 80% de charbon végétal. La structure poreuse de ce dernier permet d'absorber de l'eau en quantité et de stocker des nutriments. Juste à côté, Joachim contrôle le dernier composant. C'est un panachage de micro-organismes qui transforme la matière dans le sol et rend les nutriments durablement utilisables par les plantes. Ce qu'on a découvert, c'est qu'une concentration bien précise de micro-organismes, c'est-à-dire de champignons et de bactéries, contribue à l'activation biologique du charbon végétal, ce qui va donner la vie à la terra preta et lui conférer des propriétés bien spécifiques. Quant à la nature des micro-organismes, cela restera un secret bien gardé. Le concentré final est dilué avant d'être réparti sur le charbon végétal. Dans l'approche qui est la nôtre, nous intervenons très peu. On observe ce que la nature peut faire pour nous et ensuite on voit comment on peut lui aménager des conditions idéales. C'est précisément ce que les peuples indigènes ont fait des millénaires avant nous. On se contente de les imiter. Les micro-organismes sont placés à l'abri de l'air et passent à l'action. C'est super qu'on ait déjà des photos. Retour à Berlin, où l'on s'intéresse aussi à la manière dont les sols et les plantes se comportent, même lorsque l'été est extrêmement sec. Jennifer et ses collègues accompagnent le projet de l'université de Potsdam pas à pas.
Elles suivent l'évolution de la forêt nourricière depuis le ciel à l'aide d'un scanner en 3D. On connaît mal les forêts nourricières et les recherches sur le sujet ne sont pas du tout avancées. On n'a donc pas de données chiffrées sur leur fonction naturelle. Grâce à la haute précision de ce scanner, on a des mesures extrêmement précises. On verra comment la forêt évolue sur plusieurs années et on saura le temps qu'il faut compter pour voir s'épanouir son potentiel écologique pour la ville de Berlin. Dans d'autres länder, des constatations empiriques ont déjà démontré l'étendue de ce potentiel. La forêt nourricière emprisonne du gaz carbonique et fait baisser les températures. Le sol, riche en humus, absorbe l'humidité et constitue un excellent terreau pour une grande variété de cultures. Elles sont aujourd'hui étudiées de près, car la démarche inclut un autre volet, la sensibilisation à la nature. Vous pouvez chercher autour de vous une fleur rouge. En frottant un de ses pétales, vous verrez qu'elle déteint. Vous pouvez par exemple collecter quelques couleurs dans la nature. Pour beaucoup d'enfants, observer directement des perce-oreilles ou des coléoptères est une nouveauté. C'est un peu le moment de vérité pour moi, car ça fait 2 ans que je m'y prépare. Je me suis creusé la tête pour trouver des activités à mener avec les enfants, mais avec les adultes aussi. L'idée de l'apprentissage interactif est très présente dans ce concept. Les enfants sont sur le terrain et ils tirent les enseignements de leurs propres expériences. Ici, on apprend la valeur du respect, mais aussi à mieux connaître la nature et à distinguer les plantes comestibles de celles qui ne le sont pas, sans oublier l'ouverture à des goûts dont on ignorait tout. Vous pouvez très bien goûter une de ces fleurs blanches. Elles ont un goût intéressant. Celle-là? Exactement. C'est une étoile de printemps. Et vous pouvez tout manger, les feuilles et la fleur. La nature n'est pas ordonnée. Elle est plutôt sauvage, d'après moi. Et on la laisse faire ici. Elle pousse un peu comme elle a envie. Et non pas comme nous on a envie. Les adultes ont aussi tout à apprendre, car le modèle de la forêt nourricière s'appliquera à toutes les parcelles individuelles attenantes. Ces parcelles privées sont encore difficiles à identifier, et pour cause. Regroupées par 5 autour du jardin-forêt, elles forment ce qu'on appelle un cluster. Clemens Tittel a posé sa candidature au projet. J'aime bien ce concept. C'est aussi une certaine idée de la vie en collectivité avec d'un côté cette grande communauté de l'association et de l'autre celle des clusters. C'est super, ça me rend heureux, vraiment. Il n'y a personne qui a arraché d'érable ici. Alors c'est toi qui vas t'en charger. Tu seras notre arracheur d'érable. Et toi, tu seras responsable des pissenlits, Jacob. Tu es d'accord? Et tout ce petit monde est impatient de voir le résultat de la première récolte. Mélanie Hollenbach a un dada, les jardins miniatures. Elle adore végétaliser les balcons. Mais au lieu de géranium, elle cultive uniquement des plantes comestibles, également très appréciées des insectes. C'est un sacré aimant pour les bourdons. À Brême, la jardinerie Rhizome vend des plantes utiles issues de l'agriculture biologique. Le fournisseur idéal pour Mélanie, qui écrit des blogs et des livres sur le jardinage durable sur balcon. Ensuite, j'ai encore de la betterave rouge. Elle devient jaune, au point qu'on l'appelle même soleil du matin. Super. Et là, on a la variante avec des anneaux. Oui, je trouve ça bien. On peut acheter des plants tout faits, mais on peut aussi acheter des graines et les faire pousser chez soi quand on ne trouve pas de plants en magasin. L'horticultrice Claudia Ramsperger travaille uniquement avec des semences bio. Désherbants, pesticides et engrais chimiques sont totalement bannis dans sa jardinerie. Mais qu'est-ce qui convient le mieux pour une jardinière de balcon? Et à quoi l'experte doit-elle veiller quand elle fait son marché? On peut par exemple regarder si les racines sont bien formées ou si la terre n'est pas trop humide, ni trop spongieuse. Je le remets dans son pot.
Et quand on a un pot, par exemple, si les racines sortent par le bas, on voit déjà que la plante est là depuis un petit moment. La couleur brune des racines indique que la plante a déjà un peu pourri. Ce que je regarde en premier, c'est la vitalité de la plante. Mélanie sélectionne une panoplie de plantes comestibles qu'elle utilisera dans ses ateliers. Reste encore à sélectionner de la terre, de préférence sans tourbe, ce qui est très difficile à trouver. La tourbe est présente dans 80% de la terre qu'on utilise pour jardiner et c'est un vrai problème dans la mesure où son extraction libère de grandes quantités de CO2 stockées dans les tourbières. Les fabricants ont du mal à y renoncer, mais il existe des substituts comme les fibres de bois et de coco, l'argile, le compost ou encore l'humus d'écorce. La texture est bien grumeleuse. La voici parée pour les ateliers. Cultiver un potager sur son balcon procure des fruits et des légumes bons pour la santé et délicieux, mais constitue aussi une démarche résolument écologique. Il faut savoir que les oasis de verdure privées, disséminées aux quatre coins de l'Allemagne, recèlent un énorme potentiel. En effet, pas moins de 79% des ménages allemands disposent d'un jardin, d'un balcon ou d'une terrasse. La superficie des 17 millions de jardins privés équivaut grosso modo à celle de l'intégralité des réserves naturelles d'Allemagne. Mélanie donne des conseils pour aménager ces espaces souvent sous-estimés, en préservant les ressources et en favorisant les insectes. Je collecte ce genre de barquettes en bois un peu partout, au magasin bio ou au marché. Dès la première utilisation, elles finissent à la poubelle. C'est un vrai gâchis, alors qu'elles pourraient tenir 2 ans. Faire du neuf avec du vieux. La leçon à retirer de l'atelier de Mélanie, qui a lieu sur le terrain des Amis du Jardin de Brême, porte sur l'utilisation de corbeilles à fruits usagées plutôt que de cache-pots en plastique. Et pour la couche de drainage, les 4 participantes récupèrent des pots en terre cuite usagés afin d'éviter à l'eau de stagner au fond du pot. Ensuite, on s'intéresse au terreau bio. Mélanie recommande de jeter un coup d'œil attentif à la liste des composants. Contrairement à ce qui se passe pour les produits alimentaires, la désignation bio n'est pas protégée par la loi pour le terreau végétal. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser cette terre très précieuse sur de très longues durées. On peut très bien la recycler, même en la ressortant 1 an après. La plate-bande du balcon est prête, les plantes peuvent y prendre place. Mélanie conseille de combiner différentes plantes dans un même bac. Cela n'épuise pas la terre et c'est aussi agréable à regarder. Il me reste encore des oignons nouveaux et là de la ciboulette. J'ajouterais bien une 3e plante si ça va. Mais bien sûr, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Encore une bricole. Pour l'instant, j'ai de la betterave et de la ciboule. La feuille de chêne, tu la voudrais en rouge ou en vert? En rouge. Je n'avais encore jamais testé ces cultures mixtes, c'est-à-dire différentes choses plantées dans un même pot. Je suis emballée par cette manière de faire que je découvre ici. C'est passionnant et exaltant aussi. Je leur donne juste ce qu'il faut d'eau. Et un tout dernier conseil, arroser doucement, en petite quantité et directement sur la terre. Le petit jardin de balcon est fin prêt. Il offre de la salade de jardin. Je crois que c'est bien de prendre un peu de recul et de se demander si on ne peut pas faire plus simple, moins cher, plus local, mieux produit. C'est une remise en question salutaire qu'on ne prend pas forcément le temps de faire dans la vie quotidienne. Les ateliers sont là pour stimuler cette réflexion et ça fonctionne extrêmement bien. Tout au long de l'été, le petit jardin va régaler la maisonnée. C'est sous ce film que la terre noire de Joachim a reposé pendant 3 semaines. Il est temps de mesurer son pH. Plus ou moins 5. C'est parfait. La terra petra est prête à l'emploi. Ce concentré naturel et riche en nutriments fait parfaitement office de terreau végétal sans tourbe, d'amendement ou d'engrais organique. Ces derniers coûtent environ 20% plus cher que les produits contenant de la tourbe.
D'après les calculs de Joachim, ils peuvent faire toute la différence dans le jardin. En Allemagne, on a plus de 900 000 jardins. S'ils produisaient tous de l'humus, et c'est un milieu où il est très facile de cultiver de l'humus, il en contient déjà 10%, si on augmentait cette production de seulement 1%, on pourrait stocker 4 millions de tonnes de CO2 dans le sol de ces jardins. L'équivalent de l'empreinte carbone annuelle d'environ 370 000 personnes en Allemagne. Des sols sains promettent de bonnes récoltes, comme le sait bien Paul Rabe, le chef d'exploitation de la ferme solidaire Lebensberg. Comment ça va? Bien. Les épinards babies sont bientôt à maturité. Ils sont très frais au printemps. Je vois que le sol est très meuble malgré les précipitations. On voit que la texture est grumeleuse et qu'elle s'est encore affinée avec les fortes pluies de ces dernières semaines. Tout est passé dans le sol et on a maintenant une réserve d'eau pour l'été. Tout à fait. L'exploitation est située sur une colline dénudée et souvent balayée par le vent. Depuis 3 ans, on y plante donc des arbres et des haies et on enrichit le sol pauvre avec de la terra preta. Regarde-moi un peu ça. Incroyable la différence. Il y a 3 ans d'écart entre les deux. Édifiant. Voici à quoi ressemble la terre qu'on a en haut. Et on voit très nettement que le sol est compact et que sa texture est complètement différente, alors que là, on a clairement affaire à un sol vivant. Ce sol-là est mort. Paul Rabe utilise aussi la terre de Joachim dans sa serre. C'est une pierre à l'édifice de l'agriculture régénérative. Ce seront les prochains à sortir, puis viendront les concombres et à côté les tomates. Favoriser la biodiversité et améliorer le microclimat, les principes naturels qu'applique Paul fonctionnent tout aussi bien à petite échelle. Chaque jardinier peut se poser un certain nombre de questions à son niveau. Est-ce que j'ai une haie digne de ce nom? Est-ce qu'il y a toute l'année des fleurs et du pollen pour les insectes et les animaux utiles? Est-ce qu'il y a assez d'ombre? Est-ce que les légumes doivent être en plein soleil tout l'été? Ou est-ce qu'il serait peut-être plus judicieux d'intercaler quelques arbres fruitiers qui au passage m'apporteraient aussi leur récolte de fruits tout en protégeant mes légumes? L'équipe de la ferme investit de grosses sommes d'argent et beaucoup de temps dans la construction de ce projet. Ce qui m'encourage, c'est de me dire que ça tiendra 2000 ans, comme la terra preta en Amazonie, et même plus. C'est une valeur qui ne se perd pas. On peut calculer combien de générations pourront profiter de ce sol rendu sain et fertile. Il y a vraiment un retour sur investissement. Reprendre à leur compte des technologies très anciennes et repenser les fondements de l'agriculture est le ciment de la collaboration des deux hommes. Il faut vraiment parler dans le micro. Oh non. Et les enceintes alors, elles sont où? 2 mois après la campagne de plantation printanière, le jardin forestier est officiellement inauguré avec des invités de marque issus de la politique et de la presse. Il aura fallu attendre 8 ans entre la naissance du projet et sa concrétisation. C'est fantastique. C'est la toute première récolte. Je me suis toujours imaginé que ce serait bien, mais alors là, ça dépasse toutes mes espérances. Mais pour en arriver là, le chemin a été laborieux. Jennifer Schultz, à l'origine de ce projet pilote à long terme, a dû faire œuvre de persuasion. Le seul mot que les gens retenaient, c'était forêt. Il a fallu déployer des trésors de communication pour leur faire comprendre qu'il s'agissait d'une forêt comestible. Expliquer et expérimenter sans relâche, telle est sa devise. Ce serait bien que nous jetions tous un œil sur le jardin partagé. Il s'est justement paré de ses plus beaux atours. Et ce n'est qu'un début. Dans les années à venir, un suivi scientifique permettra d'étudier avec précision tout le potentiel d'un jardin forestier et de fournir des données précieuses dont d'autres villes pourront profiter à leur tour. Martin Hickel, le maire de l'arrondissement de Neukölln, est sollicité pour la première fois. Je pense qu'un tel projet pilote peut servir de modèle au jardin du futur. D'autant que dans ce contexte de changement climatique,
où il fait de plus en plus chaud dans nos villes et nos régions, ce genre d'espaces vont être amenés à se multiplier. Utiliser différemment les surfaces urbaines, renforcer le sens de la communauté et cultiver des aliments en ville, voilà qui devrait faire école. L'initiatrice du projet en est persuadée. Nous voulons réintroduire une forme de jardinage qui soit en harmonie avec la nature, sans gommer tout ce qui se passe naturellement, mais en tenant compte du fait que la nature est variée et que tout ce qui n'est pas planté et pousse naturellement peut avoir un effet spectaculaire sur le plan écologique. Jennifer a su faire passer le message à la ville, mais aussi aux jardiniers en herbe qui se réjouissent d'avoir un bout de terrain à cultiver, comme Clement Stittle. Je fais de mon mieux pour vivre de manière écologique et tenir compte du climat. Ce projet de jardin forestier me parle plus que le traditionnel jardin ouvrier où l'on doit toujours entretenir sa pelouse verte. Ici, tout est un peu plus sauvage, on peut tout manger, mais il y a quand même beaucoup à faire et à découvrir. Il est enfin là le premier jardin forestier urbain au cœur de Berlin. Une oasis de verdure noyée dans la jungle urbaine.